La motivation, c'est le sujet d'aujourd'hui. Alors, je suis Nathalie Beaulieu pour les salons TDAH et apesanteur. Et aujourd'hui, je vous parle de ce sujet-là qui est cher à mon cœur, encore une fois, avec le TDA, TDAH, parce que ça fait partie de nos défis assez connus de se motiver, de se mettre en action. Pas toujours évident. Ni dans une classe, ni au travail, ni dans différents aspects de notre vie. Donc, ça l'est encore plus quand on est de l'extérieur et qu'on accompagne quelqu'un. Comment motiver à l'extérieur, donc quelqu'un d'autre, comment l'influencer, comment l'inciter, comment l'aider à se mettre au travail sans toujours porter le défi d'allumer son moteur. Alors, je vous donne quelques trucs parmi l'expérience que je suis allée chercher. Et puis, évidemment, donc, je peux pas faire de cas par cas dans cette vidéo-là, mais quelques pistes qui pourraient peut-être vous aider à faciliter la résolution de ce défi-là. Donc, d'abord, qu'est-ce que ça implique? De quoi on parle quand on parle de motivation? Donc, ça touche à quel besoin, quel problème? C'est les fonctions exécutives. Donc, si vous parlez à des médecins, si vous allez lire des lectures un petit peu plus spécialisées, on va vous expliquer que le TDA, TDAH est touché par les fonctions exécutives, c'est-à-dire la capacité à planifier, à se mettre au travail, à structurer ses tâches, à les organiser, à les suivre, donc jusqu'à la fin et à les terminer. Donc, ça fait partie des fonctions exécutives, de cette capacité à s'organiser et à s'autogérer, justement, du début à la fin d'un projet, de se mettre en action et réaliser, donc passer à l'étape réalisation pour les activités qui nous tiennent peut-être un petit peu moins à cœur. Donc, c'est encore plus un défi. Donc, je vous parle aussi de quelque chose que j'ai découvert avec l'explication d'un chercheur que j'avais rencontré dans la dernière année sur la motivation et de quelle façon fonctionne notre cerveau avec ça. Donc, au niveau des besoins, donc plus généralement, je pense que si vous êtes intéressé par le sujet, que vous voulez avoir les quelques pistes que je vais vous donner à la fin de la vidéo, vous êtes probablement touché par la situation de productivité. Donc, si vous êtes enseignant avec vos élèves, comment on les motive, comment on leur donne envie de compléter les tâches qu'on leur demande, les exercices, les examens, les mises en situation, les travaux d'équipe, surtout dans les équipes où on voit qu'il y en a un qui travaille et qui fait le travail des autres. Donc, c'est ce qu'on veut éviter le plus possible. Il y a des classiques, mais il y a aussi le fait de vouloir faire en sorte que chacun puisse évoluer dans cette équipe-là convenablement. Si vous êtes à la maison, que vous êtes parent, bien, comment je motive mes enfants à relever des tâches, des défis ou des situations qui sont pas toujours attirantes, qui sont des responsabilités, qui sont des devoirs, qui sont des tâches, des réparations, des résolutions de problèmes, pas toujours intéressants, mais peu importe le défi auquel vous faites face, si c'est vous-même aussi, ben, de quelle façon je me motive, c'est un peu lourd. La locomotive, j'ai l'impression de tirer les 20 wagons derrière la locomotive, puis la locomotive, elle n'a pas envie de démarrer. Donc, comment je fais pour me motiver tous les matins pour aller au travail, pour accomplir mes objectifs, pour régler des problématiques qui sont dans mon quotidien et qui me donnent juste envie de m'enfuir et d'aller voir ailleurs si j'y suis. Donc, je pense que vous avez compris de quoi on parle. Donc, pour faciliter l'action et les réalisations, se mettre en mode réalisation ou aider quelqu'un à le faire, on veut allumer le moteur. Donc, on va être plein d'énergie. Premièrement, quand j'accompagne quelqu'un, est-ce que je suis moi-même une source de motivation ou si je deviens un poids supplémentaire pour que la personne à qui je demande des réalisations, des tâches, de la productivité, de faire un effort supplémentaire pour endurer le manque de motivation que je génère. Donc, si j'ai un ton plat, puis que je parle tout le temps de même, puis que je ne sais pas trop quoi dire, mais que je te demande de réaliser ta tâche, je pense que vous avez déjà décroché. Donc, le dynamisme, l'énergie, la bonne humeur, l'inspiration, être positif, ça peut aider. Évidemment, si je parle de régler des problèmes familiaux récurrents ou si je parle de rembourser des dettes alors que je ne sais pas comment m'y prendre, c'est sûr que c'est pas mal plus complexe. C'est sûr que si je veux motiver un élève qui a 2 ans de retard
dans une matière avec le prochain examen, ça se peut que je réussisse pas du premier coup. Par contre, on essaie d'y aller étape par étape. Donc, d'abord, regarder quelle est la grandeur de cette tâche-là. Donc, premier indice à suivre, quelle est la quantité de travail que j'ai devant moi, à quel point la montagne m'apparaît grande, et puis je vais la morceler. Donc, je vais me faire des sous-objectifs. Je vais dire, bon, ben, au lieu de voir la fin du problème et de dire, ben, je vais aller d'un coup à cet endroit-là, je vais travailler en escalier. Hein, je vais me faire un objectif après l'autre, et puis je vais, pour chacune des étapes, regarder est-ce que j'ai toutes les ressources? Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un? Est-ce que je dépends de quelqu'un? Est-ce que je peux déléguer une partie, non pas pour me défaire de mes tâches, mais peut-être pour redistribuer certaines parties de tâches où je suis moins talentueux, moins bon ou moins équipé, moins connaissant. Donc, ce sont toutes des choses que je peux faire pour m'aider à accomplir mes défis et à me mettre au travail. Si je vois des blocages, deuxième chose à voir, si je vois des blocages, des peurs, des difficultés pour lesquelles je n'ai pas de solution, probablement que je vais rester figé. Alors que si je demande le point de vue de quelqu'un d'autre, l'aide de quelqu'un et que je dis, bon, pour l'instant, c'est juste de trouver une solution à ce problème-là et de régler ça pour aujourd'hui, ça va être mon défi. Donc, je morcelle et je regarde quelle est la complexité de ma tâche. Est-ce que je suis capable de le faire et jusqu'où je peux aller? Ensuite de ça, ce qu'on peut faire aussi, c'est dire, est-ce que je suis allumée sur d'autres tâches? Donc, dans le projet que j'ai à faire, bon, si c'est faire ma chambre, par exemple, et que j'ai 8 ans et que c'est que tout est à l'envers, mais je vais peut-être dire que je vais prendre une pause après avoir fait mon lit et puis ranger les 2 premiers tiroirs de vêtements. Ensuite, je vais faire autre chose, je vais me redonner de l'énergie et puis je vais me motiver avec un délai dans le temps pour dire, ben, je fais les 2 autres tiroirs et puis ensuite j'attaque le garde-robe. Donc, c'est comme accompagnateur, comme parent, on peut fixer des objectifs un petit peu plus réalistes par rapport au degré de difficulté qui est perçu par l'enfant ou l'adolescent qu'on accompagne. Donc, morceler les tâches, voir s'il y a des blocages, voir si on peut déléguer, célébrer, se donner des pauses par rapport à notre objectif et puis aller en escalier. On a déjà quelques ressources. Au niveau de la perte de temps, des problèmes en série, ça fait partie des conséquences de procrastiner. Le fait de remettre à plus tard, bien évidemment, je reporte un problème et ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres dans l'avenir. Donc, c'est sûr que quand je n'arrive pas à me motiver, je vais faire croître ma montagne. Je vais peut-être faire croître tout ce temps-là un sentiment d'anxiété ou de frustration ou de colère ou de nervosité. Le fait aussi d'adopter un comportement où je remets à plus tard, peut-être va me faire prendre de la distance à d'autres personnes qui pourraient travailler avec moi ou étudier avec moi ou faire des projets avec moi ou des loisirs. Donc, si j'ai toujours la manie de reporter à plus tard, mais ça peut affecter dans mes relations les gens que j'attire autour de moi, puis la réussite de mes projets ou de ma journée ou de juste passer un bon moment. Ça crée une lourdeur pour la personne qui le vit et pour son entourage. Donc, dépendamment des situations, il y a une autre raison aussi qui fait que c'est important de trouver des trucs de motivation, c'est non seulement d'éviter les conséquences, mais de développer l'estime de soi, sentir que je suis capable, que je suis compétent, que j'ai trouvé des solutions à mes difficultés pour ne pas voir l'avenir comme une éternelle roue de recommencement de motivation et de procrastination. Donc, pour casser cette roue-là, il faut que je regarde aussi quelles sont mes passions. Est-ce que, à travers la tâche que j'ai ou le défi que j'ai devant moi, que je n'ai pas envie de relever, est-ce que je peux insérer ce que j'ai à faire dans un plus grand projet et un projet qui me passionne ou qui touche à des intérêts importants que j'ai? L'objectif, c'est d'aller stimuler nos passions. Et c'est cette fameuse conversation que j'avais eue avec le chercheur dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, qui m'avait expliqué qu'au niveau du cerveau, quand je suis passionnée, donc une personne qui est TDAH, quand elle est passionnée par un sujet, elle va, au lieu d'avoir un manque de concentration, c'est exactement l'effet inverse qui va se faire, elle va créer un hyper-focus, donc elle va rassembler toute sa motivation, va être décuplée et toute son attention va être rassemblée vers un même point qui est ce qui l'intéresse, ce qui la passionne vraiment. Et ce qui se passe dans le cerveau, c'est qu'on n'a pas les mêmes zones
du cerveau qui sont mobilisées, qui sont stimulées. Donc, ça a d'autres déclencheurs positifs et ce sont des zones qui ne sont pas atteintes par les dysfonctions du TDAH. Donc, si ça fonctionne bien quand je suis passionnée, il y a des grosses chances que ce soit beaucoup plus facile à faire que quand il s'agit d'une tâche qui ne touche pas mes passions, mes intérêts. Donc, si c'est de me lever tous les matins et d'être à l'heure et que je remets ça et que je n'accorde pas plus d'importance que ça parce que mon travail ne me passionne pas, bien, si dans mon travail, j'associe ça avec quelqu'un qui m'intéresse ou avec une promotion ou avec un plus grand projet qui dit, par exemple, je m'offre mes vacances de rêve, mais j'ai besoin de conserver ce salaire-là ou j'ai besoin d'aller chercher des collaborateurs ou de créer une deuxième source de revenus, peut-être que ça va être plus facile de me lever le matin en me disant, ben là, aujourd'hui, j'appelle l'agence de voyage et je magasine à quel endroit je m'en vais en vacances l'été prochain. Ça va être à quel hôtel, ça va être avec qui. Et de commencer à rêver, à goûter son rêve va peut-être m'aider aussi à susciter cette passion-là et à déjà commencer à vivre ce rêve-là. Donc, j'ai déjà parlé dans une autre capsule de visualisation où je peux m'imaginer être déjà dans la situation et aller rebrancher tous mes sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, donc toutes mes perceptions et faire comme si je vivais déjà cette situation-là. Donc, pour le cerveau, imaginer ou se rappeler un souvenir ou simuler une situation, les yeux fermés ou en imaginant en détail comment je peux me sentir, à quoi je peux goûter, etc. Ça va déjà décupler ma motivation, ça va déjà me faire changer mes perspectives et ça va probablement contribuer à me faciliter la tâche d'entrer en action. Donc, ça peut être un système de récompense, ça peut être un projet que je mets en action, ça peut être d'annoncer d'avance et de m'impliquer auprès des gens de « je vais réaliser tel objectif, appelle-moi d'ici la fin de la journée pour voir si je l'ai vraiment fait parce que après ça, je vais aller au cinéma avec toi. » Bon, donc je donne des exemples simples, mais ça peut être quelque chose d'un peu plus grandiose, comme ça peut être quelque chose d'un peu plus simple et morcelé. Donc, c'est à vous de voir de quelle façon on peut se lancer des défis, se motiver et joindre une tâche qui est moins agréable à des récompenses, à un projet qui est beaucoup plus parlant pour nous, beaucoup plus stimulant. Donc, si j'accompagne quelqu'un et que je veux le motiver, c'est la connaissance de soi qui devient important. Que je me gère soit moi-même, donc la connaissance de ce que je veux, sortir de ma zone de confort, créer des nouveaux rêves et défis, peut m'aider à me stimuler pour me mettre à la tâche et pour créer du rendement. Et quand j'accompagne une autre personne, bien, quels sont ses talents, quelles sont ses capacités, quelles sont ses faiblesses, quels sont ses défauts. On n'ira pas stimuler au niveau des faiblesses et des défauts, à moins que ce soit ça l'objectif, de dépasser ses limites, mais on va aller essayer d'utiliser les talents, les forces, les intérêts, le soutien des personnes qui nous entourent ou qui sont touchées par ce projet-là, et on va aller essayer de déclencher davantage la puissance du moteur motivation de cette façon-là. Donc, si vous voulez avoir d'autres trucs, d'autres informations liées à la motivation ou à d'autres sujets, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à aller visiter le site lesalontdh.com. J'espère que ça vous a apporté de la valeur. Si c'est le cas, s'il vous plaît, partagez l'information à d'autres personnes qui sont dans la même situation et à qui ça pourrait être utile. Et puis moi, ben, je vous donne rendez-vous pour une autre capsule d'information avec Salon TDH et Apesanteur. À bientôt!